Vous l'ignorez sans doute, mais depuis longtemps maintenant, je suis fan de la licence Sword Art Online. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter son histoire écrite par Reiki Kawahara et qui est dépeinte sous plusieurs formats. Tout d'abord web novel, avant qu'il se fasse connaître aux éditions physiques chez ASCI MediaWorks, aujourd'hui Kadokawa au Japon, dans ses volumes reliés en light novel, sans compter le nombre énorme de mangas, d'adaptations en tout genre, de jeux vidéo et bien évidemment de ses adaptations en animé. C'est le format animé qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors je ne vais non pas revenir sur ces 3 saisons, ces spin-offs ou encore ces 2 films, sachant qu'il y aurait beaucoup à traiter et encore moins vous en faire un résumé. Il en existe plusieurs à retrouver sur YouTube que je vous invite à rechercher. Non, ce qui va nous intéresser et qui va être le sujet de cette vidéo, qui sans surprise est écrite dans le titre, ce va être de vous expliquer pourquoi les 2 films Sword Art Online Progressive, et on va reprendre depuis le début, ne vous en faites pas, ne sont pas des bons films pour la licence, voire même pourquoi ils n'en valent pas la peine. Sword Art Online Progressive, what is this? C'est une série de romans écrite également par Kawahara, débutée en 2012 en parallèle de l'histoire principale, qui à l'époque venait de débuter l'arc Alicization. L'intérêt de Progressive est de revenir sur l'intégralité des événements de l'arc Aincrad, c'est-à-dire la genèse de Sword Art Online, ce pourquoi l'œuvre existe, mais de la traiter palier par palier, et surtout de s'intéresser à l'évolution de nos 2 héros principaux que sont Kirito et Asuna. On voit beaucoup de gens sur le web sortir énormément d'âneries concernant ces romans, surtout la plus répandue, qu'ils sont écrits du point de vue d'Asuna. Sachez que c'est totalement faux. Aucun personnage ne prend le dessus sur l'autre durant l'intrigue. Au contraire, ils se complètent, puisque jusqu'à maintenant encore, ils font équipe. Cependant, et oui, il y a un cependant, quel est donc le problème de Progressive ? Kawahara a sans aucun doute volontairement écrit un retcon du tout début de Sword Art Online, non seulement en plaçant la relation Kirito et Asuna au premier plan, mais surtout en les faisant faire équipe à partir du second palier de l'Aincrad. Vous allez me dire, et alors ? Dans le roman principal, Kirito quitte le premier palier en solo, laissant Asuna derrière lui, et il ne se revoit plus avant plusieurs mois. Je suis d'accord que Progressive serve à développer tout cela, mais vous allez comprendre ce qui ne va pas, surtout avec les films. Le premier long métrage Progressive, Aria of a Starless Night, réalisé par Ayako Kono, est sorti le 30 octobre 2021 au Japon. Ce film prend le contre-pied, en plus d'adapter une fraction du premier tome du roman, qui porte bien le même nom, de le modifier et d'ajouter de nombreuses scènes qui n'existent pas dans le format d'origine. Le film va sur 1h37 avoir 50 minutes de scène originale du point de vue d'Asuna, qui va à l'école, parle à ses amis et découvre Sword Art Online, conseillé par l'une de ses camarades avec qui elle s'entend bien, Misumi Tozawa, alias Mito. Un personnage totalement original écrit pour le film et qui donne une bonne raison, floue dans les romans, à Asuna de prendre le Nerf Gear de son frère afin de jouer à SAO. Mito va donc apprendre les ficelles du jeu à une Asuna débutante dans le domaine, et ensemble elles entendront le message de Kayaba qui les a tous enfermés. À partir de là, Mito, également ancienne bêta-testeur, va donc tout faire pour qu'elle et Asuna s'en sortent, et pendant plusieurs semaines, elles vont s'entraîner et choper des items à droite à gauche, avant qu'une erreur stupide d'Asuna les mette gravement en danger, et que Mito, dans l'horreur de la situation, ne prenne la terrible décision d'abandonner Asuna, ne souhaitant pas la voir mourir, et surtout, de manière égoïste pour sauver sa propre vie. Par miracle, Asuna s'en sort vivant, grâce à l'aide d'un jeune garçon qui, vous l'avez compris, est bel et bien Kirito. Et seulement à partir de maintenant, on rejoint le contenu du roman. Par la suite, on retrouve bel et bien les scènes dites normales, quand bien même il y ait des légères modifications, mais aussi tranchage dans le vif de plusieurs dizaines de voire milliers de dialogues, pourtant enrichissant le lore de l'œuvre, mais à la limite ça, passons. Le combat contre le boss est tout aussi cool et réanimé, bien entendu. Il se déroule approximativement de la même manière, sauf quand Mito intervient pour donner une nouvelle arme à Asuna et que les 2 tourtereaux n'en finissent avec le monstre. Mito en profite pour faire ses excuses et Asuna décide de continuer à suivre Kirito et de faire équipe avec. Et stop! On s'arrête là. Avez-vous compris c'est quoi le souci? C'est simple, c'est même très simple. Le souci, c'est l'existence de Mito.
Ce personnage n'existe pas dans le roman, quand bien même elle apporte une raison de la présence d'Asuna dans le jeu, elle n'apporte aucun enjeu dans le scénario d'origine. Qu'elle soit présente ou non, Asuna aurait quand même combattu certains monstres et aurait fini tôt ou tard par rencontrer Kirito dans le donjon et battu le boss du premier palier avec lui. Mito n'apporte rien au niveau lore, sauf d'être détestable car elle a abandonné Asuna à son sort. Cela n'a aucune incidence sur les décisions d'Asuna, ni sur la finalité. Asuna va chercher à comprendre pourquoi Mito l'a abandonné, sauf que tout ça est balayé en un coup de cuillère à peau sans conséquence. Et pourquoi je dis ça? Vous allez comprendre. Pour mieux développer, passons au second long métrage, Cherzo of Deep Night. Sorti le 22 octobre 2022 au Japon, ce film, qui se veut être la suite de son grand frère sorti un an plus tôt, fait d'énormes erreurs dès les premières secondes. Nous ne sommes pas au second palier, mais bel et bien au quatrième, et l'escouade des combattants s'apprête à affronter le boss. Suite à la mort de Diavel, deux guildes sont nées avec deux philosophies différentes. Lala, ou Armée de Libération d'Aincrad, dirigée par Lind, un fanboy de Diavel, et les Dikabi, la brigade des Chevaliers Dragons par Kibao. Le boss, un espèce de cheval moitié poisson, qui grâce encore à une intervention de Kirito, finit par être battu non sans mal. Souci numéro 1, on va faire bref, ce boss est vaincu n'importe comment. Le choix d'avoir sauté autant d'étages n'est pas anodin, et je donnerai encore beaucoup d'autres points après. Un événement assez important a lieu dans les romans, la quête elfique, dont Kirito et Asuna prennent part en aidant les elfes noirs, et rencontrent un PNJ assez apprécié dans la fanbase, Kismel. Souci étant, vous l'aurez compris pourquoi je mentionne ceci, le groupe des conquérants dans le roman ont besoin de l'aide des elfes pour vaincre ce boss, ce qui, de surcroît, dans ce film, le fait passer pour un mob ridicule et super simple à battre, et évidemment d'avoir supprimé complètement la présence des elfes. Niveau scénario, on peut continuer dans les erreurs, le 5e étage et la ville de Karluin est une cité remplie de reliques et de trésors à trouver. Dans ce film, après avoir ramassé une certaine quantité, Asuna veut continuer à en chercher. Cependant, en descendant, il tombe sur un mob de type fantôme que Asuna déteste. En ne faisant pas attention, Asuna glisse sur une trappe et se retrouve plusieurs étages en dessous. Je vais m'arrêter là pour le moment et vous expliquer ce qui ne va pas. Toute cette partie ne fait pas partie du roman. Kirito et Asuna commencent à faire une quête qui les amène dans les catacombes et à affronter ce fameux fantôme. Mais Asuna ne tombe pas dans une trappe, tout du moins pas tout de suite. C'est dans la nuit, en voyant Kirito partir dans les ruines et voulant le filer pour comprendre ce qu'il est parti faire, qu'elle entre dans une pièce et malgré elle tombe sur une trappe. La suite, vous la connaissez. Elle perd son épée et cherche à la récupérer, volée par un monstre. Bon, on omet évidemment comme d'habitude le nombre astronomique de dialogues coupés, et pourtant super important, mais bref. Arrivé au moment fatidique où elle trouve le morceau de papier et se cache pour écouter la discussion des deux hommes, une chose m'a immédiatement fait comprendre que ce film n'était pas fait pour tout le monde. Kirito, qui passait dans le coin, finit par reconnaître l'un des deux hommes, Morté. Celui à la capuche et la cotte de maille. Ce personnage, messieurs dames, Kirito l'a déjà croisé, sauf que ça a été coupé. Et oui, j'en parlais plus tôt, on est passé du palier 1 au 5 directement, donc tous ceux qui n'ont pas lu les romans n'ont, et j'en suis certain, eu aucune idée de qui était ce mec. Sauf qu'il a déjà cherché à buter Kirito en duel, ce qui est méga important pour justement comprendre cette scène, et surtout que ce gars, il fait partie des Luffy Coffin. Bah ouais. Donc ce film ne s'adresse qu'aux gens qui ont lu les romans. Voilà. Et finissons-en parce qu'il nous en reste encore des choses à dire. Je vous passe les détails en ce qui concerne Asuna, Argo et tous les dialogues ô combien importants pour la suite. Non, on va passer directement à la fin. Concernant le Guild Flag et le combat contre le boss. Autant la réunion avec Kibao et tout le schmilblick autour de ce que cherchaient à faire les Dikebi et Lala pour s'octroyer le Guild Flag, ça à la limite, c'est pas trop le problème. C'est après. Kirito et le petit comité, qui est radicalement différent dans le roman, doit rapidement partir à l'assaut du donjon et vaincre le golem. Souci étant, il leur faudrait des tours de main supplémentaires. Asuna pense donc à demander de l'aide à son ami Mito, qui s'est retiré des combats. Malgré un duel, Asuna n'arrive pas à la vaincre et la faire revenir sur sa décision, elle qui a encore des remords pour ce qu'elle a fait. Kirito s'ajoute dans l'engrenage, mais ça change pas grand chose. Enfin si, mais ça c'est pour plus tard. Quel est donc le souci, vous me demanderez ?
Je ne vais pas trop m'étaler, mais Asuna n'est en aucun cas capable de faire un duel face à qui que ce soit. Dans les romans, c'est une pratique qui lui fait peur, et c'est Kirito qui lui apprendra à le faire et à surmonter cette appréhension. Surtout à cause des PK. Donc oui, elle affronte OKLM Mito sans stresser et sans aucune retombée dans le scénario. Et surtout pour rien. Donc oui, rien de tout ce que vous avez pu voir dans ce film n'est canon par rapport au roman. Donc vous pouvez aller bien vous faire foutre. Bref. Le groupe part donc affronter le boss à 9 avec le groupe d'Agil, Shivata, Litten et Argo. Sauf qu'il manque du monde et j'en parlais plus tôt. Dans le roman, il manque un membre de Lala, Okotan, un autre gars du nom de Hafner et un forgeron que nos deux loustiques ont rencontré au second palier de l'Aincrad, qui est un très bon arc d'ailleurs, soit dit en passant. Et je vous fais pas un dessin, ce perso a été complètement effacé. On coupe aussi toute la partie de la route vers le labyrinthe, sans donner aucune explication temporelle, alors qu'ils mettent bien plusieurs heures à grimper la montagne et à entrer dans le labyrinthe, et enfin évidemment d'arriver devant le boss, mais bref, le film à ce niveau-là n'en avait déjà plus rien à foutre, hein, donc bon, allons-y. Hein. Et nous voilà au bout du chemin, comment ça va se dérouler? Le combat contre le boss, comment il se déroule? Après avoir compris comment il fonctionnait, Asuna finit par se faire attraper dans la bouche du monstre, vous vous en souvenez sans doute, et manque de se faire écrabouiller quand Mito, sorti de nulle part, finit par arriver à la rescousse pour aider le groupe. Suite à cela, le point faible finit par être trouvé rapidement et détecté, et le golem finit par être vaincu, comme d'habitude par Kirito et Asuna. C'était quand même stylé, on va pas se mentir, c'était cool, mais c'est un peu différent dans les romans. Une fois de plus, le personnage de Mito, par sa présence, a fini par faire modifier le combat et les événements, car dans les romans, c'est Shivata qui se retrouve entre les mâchoires du monstre, avant que Kirito ne trouve le point faible, et tout comme dans le film, Argo lui saute sur le dos et ne touche le point faible. À part ça, le combat est clôturé quasiment de la même manière. Bon, évidemment, il n'y a pas les mêmes personnages, donc ça se passe pas exactement de la même manière, mais globalement, le boss est vaincu, donc c'est tout ce qui compte, on s'en fout, tu vois. Mais c'est surtout que la présence de Mito n'était pas nécessaire du tout, en fait. Et pour finir, car il reste une petite différence à noter, c'est dans la découverte du Guild Flag. Après coup, Kirito demande qui la drop, et c'est finalement Mito qui le lui remet avant de faire ses au revoir à Asuna, à qui elle promet de ne plus fuir, de chercher sa voie, et qu'elle viendrait lui porter secours à n'importe quel moment. Or, dans le roman, c'est Okotan, le membre de Lala, qui après n'avoir rien voulu dire et laisser planer un long moment le doute sur le groupe, qui finit par s'excuser et à le donner à Kirito. Je vais pas vous raconter la fin car vous la connaissez, avec la première apparition de Pooh et la fête du Nouvel An à Carluine. Pas de Progressive 3 en vue, c'est bien dommage, mais je pense que au vu de comment ça a été traité, vu comment le second film en particulier a été traité, je vous avoue que je suis ressorti de la salle très énervé. Ce film était catastrophique en termes de scénario, vraiment. Il a pris le roman et il s'est torché avec, hein. Vraiment c'est du grand n'importe quoi. Autant le premier film, même si je déteste le personnage de Mito. C'est pour moi rien que le fait que le personnage existe, ça a niqué toute logique à regarder ces films. Si vous êtes fan de ces films et Sao, et même si vous êtes quelqu'un qui ne connaît pas la licence et qui veut se lancer dans ces films, ne les regardez pas. Et ces films ne suivent absolument pas les romans, puisque le personnage de Mito vient s'insérer dans la chronologie. Alors ce personnage, malheureusement pour nous les fans, vous vous souvenez probablement du concert Sword Art Online pour les 10 ans, hein, l'événement Full Dive qui avait eu lieu en 2022 avec un grand concert le 6 novembre 2022 au Japon, un concert de 3 heures avec une histoire originale. Kawahara, à travers cette histoire écrite par lui-même, aurait canonisé Mito dans la chronologie Sword Art Online. Pour moi, ce personnage, il va se faire foutre. Ce personnage n'a rien à faire là, elle n'apporte rien au scénario, elle n'apporte aucune vraie plus-value dans le scénario du roman. Et puis évidemment, ils ont sauté je ne sais combien de paliers en fait. Ils en ont sauté 3. Ils ont sauté le palier 2, ils ont sauté le palier 3, ils ont sauté l'intégralité du palier 4. C'est-à-dire... le tome 2, le tome 3, en fait ils ont sauté le tome 2 et le tome 3 du roman. C'est aussi simple que ça, alors que putain la quête elfique quoi, qui se mêle quoi, merde. Et puis la forteresse dans le tome 3, qui amène à l'affrontement avec le boss qu'on voit au tout début du film, à la fin du tome 3. Et évidemment,
tout ce qui rend de manière logique ce qui se passe après dans le tome 4. Parce que si déjà t'as foiré ton début de film, bah le reste ne peut être que mauvais. Et bah évidemment ils se sont foirés en beauté, hein, puisqu'ils ont enlevé je ne sais combien de personnages alors que, bah je veux dire, Okotan ou Hafner, je sais pas pourquoi ils les ont, je sais pas pourquoi ils les ont enlevés. Alors est-ce que c'est parce qu'ils ils apparaissent plus tôt dans les romans et ça c'est peut-être juste moi qui m'en souviens pas, mais il me semble pas que ces persos soient non plus genre méga importants parce qu'on moi qui ai lu le 5e tome, qui est donc le 6e palier, ces persos ne réapparaissent même pas, donc c'est pas comme si ces persos avaient de l'importance comme Shivata ou Litten, qui eux à la limite tu vois c'est peut-être le futur de Lala et d'Eddie Kaby, puisque bah, ils sont en couple littéralement, hein, voilà, je veux dire, si vous ne l'avez pas capté, c'est vous qui êtes aveugle, mais au-delà de ça, ok, la conclusion elle est la même, mais on enlève tout ce qui est important, on skip tout ce qui est important, dont la quête elfique, et on sait pourquoi, voilà. Histoire que je ne sois pas trop méchant envers ces films, parce que là, je leur ai craché dessus. Histoire de leur donner au moins un petit peu de crédit. Et pourquoi ils ont skippé autant de trucs? Parce que dans les romans, la quête elfique n'est pas finie. Cependant, on le voit venir à des kilomètres. S'ils ont fait Progressive 1 et Progressive 2, même si là, j'ai des doutes, parce qu'avoir sauté le palier 2 et le palier 3, alors que bah, c'est tout le but de Progressive, de faire palier par palier, je vois mal un Progressive 3 arriver et essayer de recoller les morceaux, genre, imaginons un jour, dans les romans actuels au Japon, t'as la quête elfique qui se finit, je vois mal un film Progressive 3 ou Progressive 4 arriver et te dire « LOL, vous avez vu? C'est qui se mêle? Eh, vous la connaissez pas? Elle sort de nulle part. Eh, PTDR, fallait lire les romans, hein ?» Non, ils peuvent pas faire ça, c'est trop tard, c'est beaucoup trop tard, à moins qu'ils te fassent un truc bullshit sorti de nulle part, un flashback du trou du cul de l'espace qui sort de je sais pas où, avec un truc qui t'explique comment ils ont commencé la quête elfique au 2e palier et tout. Ça serait un massacre, un massacre. Ils peuvent pas faire ça, c'est trop tard. Avec ce second film, ils se sont foirés en beauté. Ils peuvent plus revenir en arrière. Ils ont sauté le 2e et 3e, voire même 4e palier entier avec la putain de quête elfique dans la putain de forteresse, qui était un putain de bon moment et c'était super à lire. Et tout le monde, même ceux qui lisent les mangas progressifs s'en souviennent de ces passages-là dans le 4e palier, hein. Et évidemment de l'aide apportée par les elfes pour affronter le boss, parce que justement le boss a été changé par rapport à la bêta, et ils ont besoin de l'aide des chevaliers elfes noirs pour vaincre le boss, parce que c'est eux qui leur offrent la magie nécessaire et les pouvoirs des elfes nécessaires, et l'astuce pour vaincre le boss. Sans eux, ils sont pas censés pouvoir battre le boss. Et dans le film, eh ben, ils ont trouvé une alternative. Eh, Argo avait oublié de donner l'info. C'est con, hein? C'est con, c'est bien trouvé. C'est bien trouvé pour skip les elfes. Mais ça n'en reste pas moins un tranchage dans l'art complètement fumé du cul, quoi. Vraiment, je suis désolé, ce film, je suis ressorti de la salle de cinéma, et pourtant je suis un grand fan de SAO. J'étais avec ma petite sœur quand je suis allé le voir, et j'étais énervé comme jamais. J'ai jamais été autant déçu d'un film Sword Art Online. Pourtant, ce putain de film, il a marché, et ce putain de film qui sort bientôt en Blu-ray, n'aura même pas de VF. On en parlera quand le Blu-ray sortira, évidemment, vous aurez une vidéo. Mais bref, autant le premier film, je veux bien lui accorder quelques petites nouveautés avec le point de vue d'Asuna et tout, autant Aria of Starless Night, c'était pas non plus le plus dégueulasse, sauf Mito. Mito, elle va se faire foutre, tu vois. Mito, tu la mets pas... tu mets que Asuna, tu mets pas Mito, nickel, tu vois. Sachant que elle avait pas besoin de Mito pour rentrer dans le jeu, elle avait donc pas besoin de Mito pour affronter des monstres, elle avait donc pas besoin de Mito pour rencontrer Asuna, et elle avait pas besoin de Mito pour vaincre le boss, parce qu'en fait, elle avait pas besoin de Mito pour avoir sa putain de rapière. Tu vois? Ça se passe pas comme ça dans les romans. Une fois de plus, tu vois, à quel point Mito ne sert à rien dans le lore. Ce personnage ne sert à rien, ce personnage, tu l'effaces de ta mémoire. Ce personnage, il va à la poubelle. Tout simplement. Ouais, je suis violent, je le sais. Je déteste ce personnage. Ça se voit peut-être, hein. Non, c'est pour ça que je vais m'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, messieurs, dames, et on se retrouve très vite, très bientôt, je sais pas quand, parce que je peux pas vous donner de date, là, j'ai pas une équipe derrière moi qui prépare des vidéos et tout, je suis un petit peu tout seul dans ma chambre, comme un putain d'otaku de merde, donc je fais mes vidéos tout seul, forcément, je les fais à mon rythme.
Mais en tout cas, merci à tous, c'est un vrai plaisir. Je sais pas pourquoi j'avais envie de me défouler là sur du SAO. Sachant que j'en parle quasiment jamais sur la chaîne, c'était le moment de sortir la langue de vipère sur du SAO parce que ces films progressifs, ils m'ont fait suer, particulièrement le deuxième. Je sais pas vous, peut-être revenir en arrière, à quel point j'ai été violent sur le deuxième. Non, 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 mais restons courtois, restons sympas parce que la réal elle est là, l'animation elle est là, mais c'est le scénario qui vient niquer tout. Toute l'harmonie du film est niquée par le scénar en fait. C'est bien dommage parce que si t'as... Parfois il y a le scénar, parfois il y a la réal, l'animation suit pas. Ça arrive trop souvent, beaucoup trop. Surtout depuis ces dernières années où la japanimation est en déclin constant. Là, pour le coup, il y a tout, sauf le scénar. Donc, je sais pas, ils ont oublié le truc essentiel, le scénario, le truc méga giga central de tout un film. Tu peux avoir tout le truc du monde, si ton scénar ne suit pas, ton film sera pourri. Donc, je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils ont cherché à faire avec ce second long métrage, à part avoir tout foiré en beauté, quoi. De A à Z. Donc merci à tous et rendez-vous très vite. C'est la petite note salée pour finir. Là, je sais pas, je me répète trop, donc il est temps pour moi de vaguer à d'autres occupations et partir monter cette vidéo là. Donc à plus tout le monde et à la prochaine. Ciao, bye.